Bien, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je vais présenter l'équipe qui va animer ce séminaire. Donc, en commençant par Florence Delepoule, qui est pédiatre à Dunkerque, Isabelle Pruvot, qui est pédiatre à Lille, Nathalie de Surmain, qui est pédiatre à Paris, Géraldine Comas, qui est puéricultrice à Montpellier, le docteur Dipendal, qui est pédiatre au SAMU de Lille, et moi-même, qui suis réanimateur pédiatre à Lille. Donc, on va commencer par cette conférence qui s'intitule « Reconnaître l'enfant gravement malade ». Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Ça sera donc des rappels, mais c'est surtout ce qu'on essaiera de vous apprendre, c'est une espèce de logique un petit peu automatique pour vous permettre de faire face aux situations d'urgence. Les objectifs de cette présentation, ils sont clairement affichés sur cette diapositive, c'est de réduire la mortalité et la morbidité. Et donc, pour ce faire, il faut apprendre à reconnaître l'enfant gravement malade, ce qui est globalement synonyme de reconnaître les signes d'insuffisance respiratoire et circulatoire. Je dirai un petit mot, mais on aura l'occasion d'en reparler, de ces fameuses équipes médicales d'intervention, les EMI, qui existent dans certains grands hôpitaux et qui permettent, la nuit, les week-ends, de faire en sorte que si un événement grave se produit dans tel ou tel endroit de l'hôpital, une équipe puisse se rendre sur place et délivrer les premiers soins. Vous le savez, les étiologies de l'arrêt cardiaque sont différentes chez l'enfant et l'adulte. Chez l'adulte, l'arrêt cardiaque est avant tout primaire, c'est-à-dire qu'il correspond à une affection primitivement cardiaque et l'essentiel à retenir, c'est que le plus souvent, c'est un trouble du rythme et donc l'objectif de la réanimation, mais ce n'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui, c'est d'obtenir un appareil pour réaliser une défibrillation précoce. A l'inverse, chez l'enfant, l'arrêt cardiaque est dit le plus souvent secondaire et les problèmes ou les difficultés, les maladies qui conduisent à l'arrêt cardiaque chez l'enfant, c'est avant tout les situations de détresse respiratoire, d'insuffisance respiratoire et de choc, et donc le plus souvent, l'arrêt cardiaque se fera par l'intermédiaire d'une bradycardie qui évolue vers l'asystolie où l'activité électrique s'empoude. Et ce qui est très important, c'est de retenir que puisque l'arrêt cardiaque chez l'enfant est le plus souvent secondaire, il faut essayer de le prévenir et donc de traiter l'insuffisance respiratoire, qu'elle soit compensée ou décompensée. Vous avez sur cette diapositive les différentes situations qui peuvent conduire à l'arrêt cardio-respiratoire. Et donc vous avez à droite les situations, si j'arrive à avoir le pointeur, à droite les situations d'insuffisance circulatoire, à gauche les situations d'insuffisance respiratoire, compensées d'abord puis décompensées, et là de la même façon. Ceci aboutit à l'insuffisance cardio-respiratoire et à l'arrêt cardio-respiratoire. Vous le savez, même quand l'arrêt cardio-respiratoire survient à l'hôpital, le décès est assez fréquent. Il est encore plus fréquent quand l'arrêt cardiaque survient hors de l'hôpital. Dans un certain nombre de situations, grâce aux manœuvres que vous allez apprendre, il y a un retour en circulation spontanée. Mais vous le savez, si l'arrêt cardiaque a été prolongé, il y a un risque de défaillance d'organes et de séquelles, notamment neurologiques, voire de décès secondaires. Et finalement, un petit nombre d'enfants ayant été victimes d'un arrêt cardio-respiratoire va survivre sans séquelles. On entre dans le cœur du sujet. Et donc ce qu'il va falloir apprendre, retenir et décliner toute la journée, c'est cela, le A, le B, le C, on peut avoir même du D et du E. Donc cette séquence dans l'ordre. Et le deuxième élément à retenir, c'est évaluer, changer, évaluer. Qu'est-ce que ça veut dire? On évalue une situation, on change la prise en charge et on réévalue. Et c'est une espèce de boucle permanente qui doit aboutir, évidemment, autant que possible, à l'amélioration, voire à la guérison de l'enfant. Et vous le savez, l'ensemble de l'appareil cardio-circulatoire
qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il apporte de l'oxygène au tissu et il permet l'élimination du gaz carbonique. Donc, première situation, c'est ce qui correspondait à la gauche du tableau, les situations d'insuffisance respiratoire. Je vous rappelle que l'insuffisance respiratoire et la détresse respiratoire ont des définitions particulières. L'insuffisance respiratoire, en gros, c'est les anomalies des gaz du sang, mais surtout l'hypoxie, et donc la cyanose à un certain degré, mais on verra que la cyanose peut apparaître alors que le malade est déjà très hypoxique. La détresse respiratoire, ça correspond à une définition bien particulière, c'est la mise en jeu des muscles accessoires, c'est l'augmentation du travail respiratoire. Concrètement, sur le malade qui est en face de vous, c'est le tirage. C'est ça qui définit la détresse respiratoire. Et donc, certains enfants ont une détresse respiratoire sans insuffisance respiratoire, mais à l'inverse, on peut avoir une insuffisance respiratoire sans détresse respiratoire. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de situation où le patient serait en insuffisance respiratoire, donc hypoxique par exemple, voire hypercapnique, et n'aurait pas de signe de détresse respiratoire? De quoi? Voilà, des situations d'origine centrale, par exemple un coma. Un coma, il n'y a pas de signe de détresse, mais il peut très bien y avoir une hypoventilation et donc une hypoxie et une hypercapnie. Si je vais dans ce sens-là, ça ne va pas. Premier temps, donc, évaluer l'insuffisance respiratoire et d'abord le A. Et encore une fois, je vous répète que si on apprend à décliner ça A, puis B, puis C, c'est vraiment qu'il y a un ordre à respecter. Donc le A, c'est 3 questions. Est-ce que les voies aériennes sont libres et sûres? Est-ce qu'elles sont à risque? Ou est-ce qu'elles sont obstruées? Et pour ce faire, vous verrez dans les démonstrations qu'on va vous faire tout à l'heure et les exercices en atelier, vous verrez qu'il faut regarder l'enfant, entendre s'il y a de l'air qui passe et sentir sur sa joue s'il y a ou pas un flux d'air. Une fois qu'on a vérifié la perméabilité des voies aériennes, on va évaluer le B. Et le B, là, il y a 4 éléments. Il y en avait 3 pour le A, pour le B, il y en a 4. C'est F, T, V, O. Donc pour fréquence respiratoire, travail respiratoire, volume courant, oxygénation. Et donc là encore, j'insiste, quand on évalue le B, il faut vraiment évaluer de façon systématique ces 4 éléments. Donc on commence par la fréquence respiratoire. Vous savez qu'elle varie avec l'âge, qu'elle augmente en cas de fièvre, de douleur, d'anxiété. Et vous avez, pour permettre la mémorisation assez simple de ce paramètre, ce petit tableau qui vous donne la fréquence respiratoire autour de l'âge de 1 mois, de 5 ans et de 14 ans, avec donc 30, 20, 14. Et sur ce petit tableau, vous voyez qu'en multipliant la fréquence respiratoire correspondante par 5, on a la fréquence cardiaque correspondant à l'âge de l'enfant. Encore une fois, mais ça vous le savez aussi bien que moi, ce qui est important, c'est de monitorer des tendances. Ce n'est pas une valeur à un moment donné. On sait très bien qu'un enfant peut être polypnéique parce qu'il est anxieux, puis 5 minutes après, ça va aller mieux. On a fait la fréquence, on fait le travail respiratoire. Et vous voyez manifestement chez cet enfant qu'il y a un tirage. Et donc, le travail respiratoire s'exprime par le tirage, par le balancement de la tête éventuellement, par le battement des ailes du nez. On va voir par l'association éventuelle à des bruits respiratoires. Et pour ce qui concerne le travail, un des éléments extrêmement importants, c'est la notion de fatigue, d'épuisement. Pourquoi? Parce que quand on développe un travail respiratoire excessif, les muscles, au bout d'un certain temps, vont se fatiguer. Si je vous fais descendre dans la cour et vous fais faire un marathon, ceux qui ne sont pas entraînés, au bout de 3, 4, 5 km, ils vont devoir s'arrêter parce que leurs muscles sont épuisés et ils ne peuvent plus courir. La respiration, c'est la même chose. Si le travail respiratoire était très important, au bout d'un certain temps, les muscles sont fatigués. Le tirage diminue, voire disparaît.
On peut croire à tort que l'état de l'enfant s'améliore, il n'en est rien. Au contraire, on est tout proche de l'arrêt cardiaque. Donc cette notion d'épuisement est très importante. Les bruits respiratoires, j'en ai dit un petit mot, vous les connaissez, il y a le stridor. Le stridor, c'est un bruit qui est lié à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Ça, c'est assez facile à imiter. Le wheezing, vous le connaissez bien, c'est le sifflement expiratoire, la bronchiolite, l'asthme. Et puis, il y a un bruit que les néonatologistes connaissent mieux que les pédiatres, c'est le grunting, qui est en fait un gênement expiratoire. Ce gênement expiratoire, il est destiné à fermer les cordes vocales à la fin de l'expiration pour créer en quelque sorte une pression expiratoire positive et donc maintenir ouvertes les alvéoles et en quelque sorte améliorer l'oxygénation. On a fait la fréquence, on a fait le travail, on fait le volume courant, donc le voir, écouter, sentir donnait déjà une appréciation de ce volume courant. Ce qui est très important, c'est de comparer les deux côtés, ça va de soi, et d'ausculter les sommets, les bases, en avant, en arrière. Et enfin, le quatrième élément, l'oxygénation. Simplement pour vous dire que la cyanose est un mauvais reflet, puisque en fait, la cyanose n'apparaît que pour une saturation autour de 80%. Et donc c'est déjà une situation de très grand déficit en oxygène. Si vous utilisez un oxymètre de pouls, vous allez évidemment détecter plus précocement les troubles de l'oxygénation, puisque la saturation normale, c'est 95%. Mais donc, dès que votre malade atteint 92, 90, c'est déjà un trouble de l'oxygénation, même si le patient n'est pas encore cyanosé. Enfin, notion très importante, et ça, je vous demande de bien le retenir pour les scénarios que l'on fera au cours de la journée, la situation est-elle compensée ou décompensée? Est-ce que vous avez une petite idée sur cette diapositive? Où est l'enfant qui est en situation probablement décompensée et celui qui est en situation d'insuffisance respiratoire compensée sur la diapo qui est là? Probablement qu'ici, il est en détresse respiratoire. Et ici, il est en insuffisance respiratoire avec de gros besoins en oxygène puisqu'on lui a mis un masque haute concentration. Donc probablement qu'ici, c'est la situation d'insuffisance respiratoire décompensée. Alors comment elle est définie? Ça, c'est dans le livre. Est-ce que vous vous souvenez comment on définit une insuffisance respiratoire décompensée? C'est simple. Chaque fois que le cerveau manque d'oxygène, parce que la respiration n'est pas satisfaisante, ou bien on le verra parce qu'il n'y a pas suffisamment de sang qui arrive au cerveau, il y a des anomalies de conscience, et ça, c'est un très bon signe de décompensation. Il faut le retenir pour les scénarios. Sorry. Je vais me mettre comme ça, alors, à ce moment-là. Hein ? Donc les signes de décompensation, je répète, c'est avant tout les signes de mauvaise oxygénation cérébrale. Donc vous avez diminution du niveau de conscience, agitation, hypotonie et diminution de l'interaction avec la famille ou les soignants. Et bien sûr, il y a des signes respiratoires qui témoignent de la décompensation, c'est une cyanose importante malgré l'oxygène, ou bien une fréquence respiratoire très basse, avec des apnées notamment, ou bien, je l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse notion d'épuisement. Ça, c'est vraiment un signe de haute gravité. Comment prendre en charge très simplement l'insuffisance respiratoire compensée? On s'approche de l'enfant en essayant de l'amadouer. On va bien évidemment évaluer le A, le B, le C, on le redétaillera tout à l'heure, et on va en général lui mettre de l'oxygène de la façon la plus supportable pour lui, on détaillera ça dans les ateliers. On va monitorer un certain nombre de paramètres et puis on réévaluera. Donc on évalue, on change, on agit et on réévalue. Dans l'insuffisance respiratoire décompensée, bien évidemment, on va aussi évaluer le A et ouvrir les voies aériennes, traiter le B, donc donner de l'oxygène souvent à haute concentration,
Dans un certain nombre de situations, ça ne suffit pas et donc il faut faire de la ventilation assistée par masque et ballon. Et puis, bien évidemment, on monitore et on réévalue. Et dans ces situations-là, quand on est dans un environnement qui le permet, comme la situation est assez grave, qu'on est éventuellement tout seul, c'est bien de pouvoir faire appel à une équipe médicale d'intervention. Rassurez-vous, ces équipes médicales d'intervention n'existent pas beaucoup en France. Et qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux le plus souvent quand il y a un problème un peu grave dans un des étages concernant un enfant? C'est le réanimateur qui est sur place, qui est appelé et qui se déplace. Pardon, on a fait le A, on a fait le B, on en arrive au C. Donc le A, 3 éléments, le B, 4 éléments, le C, 5 éléments. F, 4P. Donc, on va décliner ces différents éléments. La fréquence cardiaque, je vous l'ai dit tout à l'heure, la valeur figurant sur ce tableau est obtenue à partir de la fréquence respiratoire. Bonjour. Quoi ? Là encore, la fréquence cardiaque augmente avec la fièvre, la douleur, l'anxiété, et c'est donc une tendance qu'il faut monitorer. Deuxième élément, la pression artérielle. La pression artérielle, c'est évidemment un signe important, mais c'est un signe qui se détériore de façon tardive, parce que au début d'un état de choc, par exemple par hypovolémie, vous avez une tension artérielle maintenue parce qu'il y a une vasoconstriction au niveau de certains territoires, la peau, vous le savez, mais aussi l'intestin, les reins. Donc, dans le choc compensé, et ça c'est important pour la définition, la pression artérielle est normale. Ou à l'inverse, si la pression artérielle est normale, c'est que le choc est compensé. Quand la pression artérielle chute parce que les mécanismes de décompensation sont dépassés, eh bien, vous avez une insuffisance circulatoire décompensée. Et en général, si on regarde, pardon, je le dirai après, en général, il y a associé aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des troubles de conscience. Comment on peut faire pour avoir une idée de la pression artérielle normale en fonction de l'âge? Vous avez vu dans le livre ce petit tableau. Le plus simple est de retenir entre 1 et 10 ans la formule qui est ici, c'est-à-dire que la pression artérielle systolique normale, c'est 90 plus 2 fois l'âge en années, et la pression systolique limite inférieure basse acceptable, c'est 70 plus 2 fois l'âge en années. Et à ce moment-là, on peut à peu près imaginer au-dessus et au-dessous les valeurs normales correspondant aux âges plus importants ou au contraire moins importants. On a fait la fréquence cardiaque, on a fait la pression artérielle, on fait les pouls, le volume des pouls. Et là encore, il faut palper différents pouls en se souvenant que moins le sang est chassé à la périphérie, plus les pouls distaux sont diminués. Donc si vous avez une hypoperfusion pas très importante, vous avez éventuellement des pouls distaux diminués, mais des pouls proximaux encore présents. Et ça reflète bien le volume d'éjection. Ensuite, la perfusion périphérique, ce petit signe que vous connaissez bien, le temps de recoloration cutanée, normalement il est inférieur à 2 secondes et il atteste de la perfusion cutanée à une réserve près, mais ça ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui. Quand il fait froid dehors, le TRC peut être allongé sans que pour autant il y ait un déficit de perfusion. Ça signe simplement un mécanisme destiné à garder la chaleur dans l'organisme. Je vous assure que là, je n'ai pas de vasoconstriction. Couleur de la peau, marbrée, pâle, froide, bleue, grise, tout ça, ça témoigne d'une hypoperfusion. Alors la précharge, c'est quoi? Comment on évalue la précharge? Voilà, donc la précharge, c'est en fait la quantité de sang qui est dans les vaisseaux et qui n'est pas chassée par le cœur. Donc c'est la turgescence des jugulaires, c'est le gros foie, et puis pour le
cœur gauche, c'est les râles crépitants d'œdème pulmonaire. Donc ça, c'est très important parce que si on oublie d'évaluer la précharge, on fait une grosse erreur. Parce qu'il y a des situations en pédiatrie où tout ressemble à une maladie respiratoire et en fait, c'est une insuffisance cardiaque et si vous n'évaluez pas la précharge, vous allez passer à côté. L'exemple le plus typique, c'est la myocardite, très bien. La myocardite, ça ressemble à une maladie respiratoire. Il y a des petits signes digestifs, des signes respiratoires. Et si on remplit une myocardite parce qu'on pense qu'il y a un choc, à ce moment-là, on va tuer l'enfant très très vite. Donc, c'est pour cela, je le répète, que quand on évalue le A, il faut bien faire les 3 points, le B, il faut bien faire les 4 points, le C, il faut faire les 5 points, et donc ne pas oublier d'évaluer la précharge. Et enfin, parce qu'il faut évaluer la perfusion périphérique aussi, qui est par la perfusion centrale, neurologique, vous savez qu'on utilise ce sigle-là, AVPU, qui veut dire, vous avez lu ça dans le livre, A, c'est alerte, V, la voix, P, pain, la douleur, et U, inconscient. On aurait pu mettre un I, on a gardé la formule anglaise. Donc ça permet de façon simple, mais quand même quantitative, d'évaluer l'état neurologique. Hein. Et donc c'est un élément important. Là encore, donc, si on résume, dans l'insuffisance circulatoire, les signes de décompensation, c'est une altération de la conscience, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, l'hypotension et éventuellement une tachycardie très très importante qui d'ailleurs souvent précède de peu de temps la bradycardie et l'arrêt cardiaque. Comment ça se traite l'insuffisance circulatoire? Et tout d'abord, l'insuffisance circulatoire compensée. Eh bien, et ça, il faut bien le retenir pour le déroulé des scénarios de cet après-midi, même si c'est une situation circulatoire, dans l'évaluation, on commence par le A, puis le B. Je vous ai dit qu'on déclinait, on récitait l'alphabet dans l'ordre. Donc on évalue les voies aériennes et le B, la respiration. On va donner de l'oxygène, éventuellement ventilé au masque et ballon. On va monitorer, si nécessaire, on va appeler cette équipe médicale d'intervention. Et puis, si on a besoin d'une voie d'abord, on la mettra en place et en fonction du degré d'urgence, là aussi, on vous en parlera. Si c'est très urgent, c'est la voie intra-osseuse. Et puis on remplit et donc on a évalué, on a changé sa conduite à tenir et on réévalue. Hein. C'est toujours vraiment, j'évalue, je change mon traitement, je réévalue. Quand c'est une insuffisance cardio-respiratoire, c'est l'association des différentes choses, déficit d'oxygénation, de ventilation, de perfusion. Et là, on sait très bien quand les deux phénomènes sont associés, on est tout près de l'arrêt cardio-respiratoire. Ça, je vais passer. Enfin, il y a un élément qui existe maintenant dans ce cours-là, qu'on rappelle, qui est le E. Le D, il correspond à quoi? Est-ce que dans le livre, vous avez vu quelque chose qui pouvait correspondre au D? Voilà, c'est disability, c'est un anglicisme aussi, c'est neuro. Dans certains bouquins, qui ne sont pas forcément ces livres-là, le D, c'est pour les drogues, mais ici, le D, c'est pour neurologique. Et donc le E, c'est un certain nombre de questions qu'il faut avoir à l'esprit quand on réanime un enfant, parce que ça va évidemment avoir éventuellement des conséquences sur la prise en charge. Pas sur les premiers gestes, mais le traitement de deuxième ligne. Donc, A pour allergie, M pour médicaments, P pour, c'est aussi de l'anglicisme, c'est le passé, PAST, oui, L c'est la longueur du jeûne et E c'est l'environnement. Hein. Donc, si on veut résumer et mettre ce que je viens de dire en perspective de ce que l'on va faire tout au long de la journée. Vous avez en bas à droite ce qui est en rouge. Ça, c'est la situation où manifestement, il faut réanimer très très vite. Et vous avez à gauche, en vert, la situation où l'enfant est dans un état moins inquiétant, il a des signes de vie, donc il est conscient, et à ce moment-là, on a tout le temps de dérouler la séquence, de bien évaluer et de bien agir. Tout ceci réapparaît sur ce tableau, donc on le redit ensemble. Le A,
3 questions, donc libre et sûr, à risque, obstrué. Une fois qu'on a évalué le A, qu'est-ce qu'on fait? On agit, on change, et donc on va stabiliser, ouvrir les voies aériennes. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On évalue le B, et donc là, il y a ces fameux 4 éléments, F, T, V, O. Quand on a évalué ces 4 éléments, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on agit en fonction de la situation, donc oxygénation, voire assistance de la ventilation. Une fois qu'on a fait le A et le B, qu'est-ce qu'on fait? On évalue le C, donc là, il y a 5 éléments qui sont rappelés sur la diapositive. Et quand on a évalué, qu'est-ce qu'on fait? On agit, accès vasculaire éventuel, fluide, plus médicaments vasoactifs. Et puis, une fois qu'on a fait tout ceci, eh ben, on va évaluer le D, puisque c'est évidemment important de vérifier que l'enfant est correctement oxygéné, qu'il est correctement perfusé. Et à ce moment-là, il aura un état de conscience, a priori, assez satisfaisant. Et puis à droite, vous avez la séquence du BLS avec il n'est pas conscient, il ne répond pas. On ouvre les voies aériennes. Est-ce qu'il respire? Non. On le ventile. Est-ce qu'il a des signes de vie? Et on vous dira dans l'après-midi que finalement, ou même dans la deuxième partie de la matinée, qu'on n'est pas obligé forcément de rechercher un pouls. L'absence de signes de vie suffit. S'il n'y a pas de signe de vie, on commence le massage cardiaque. Et on peut évidemment passer de l'une à l'autre. Ça, je vais passer. Et simplement, pour finir, pour mettre un petit peu ça en situation, mais quand je vous pose des questions, je vois que vous avez déjà compris la gymnastique du A, du B, du C, du D, du j'évalue, je change, je réévalue. Donc, une ou deux petites histoires qu'on va faire ensemble. Premier exemple, Lucie, 9 mois, a des difficultés respiratoires, elle pleure et respire vite, sa température est à 37,8. Elle vient d'arriver aux urgences. Alors, j'évalue les voies aériennes. Dans le cas particulier, elles sont libres et sûres. Donc, si elles sont libres et sûres, enfin, c'est pour, encore une fois, se réciter la séquence. J'agis, mais là, il n'y a aucune action. J'évalue le B. Alors, 45 de fréquence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le travail, il est augmenté. Là, il y a manifestement un tirage et il y a un wheezing. Ah, le B... Non, le B, qu'est-ce qui manque encore? Il y a la fréquence, il y a le travail, le volume courant, bonne ampliation thoracique et bonne entrée d'air. Et donc, le O, oxygénation, saturation, 88%, donc c'est quand même pas terrible, et pâleur. Donc, là, vous avez évalué le B, qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est pas mal. Oxygène de la façon la plus confortable dont on dispose, qu'accepte l'enfant, et puis on monitore. Ensuite, la fréquence cardiaque, elle est à 170. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le C? La pression artérielle, elle est normale. Pouls de volume normal. Perfusion périphérique, extrémité chaude, un TRC qui n'est pas allongé puisqu'il est à 2 secondes. Et enfin, précharge. Et les actions, donc, on mettra en place un abord vasculaire de façon plus ou moins urgente. Donc cette situation, c'était quoi? C'était une insuffisance respiratoire compensée. Donc on réévalue régulièrement et on va débuter le traitement spécifique. J'ai entendu tout à l'heure que vous parliez de bronchiolite, avant même que je vous avais posé la question. C'est probablement vrai. Bon, le traitement spécifique de la bronchiolite, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est ça l'esprit. Hein. Voilà, et je vais m'arrêter là pour rattraper un petit peu du temps perdu. C'était une deuxième observation clinique, mais comme vous avez bien compris comment ça se produit, cette diapositive de résumé, qui montre les éléments tout à fait importants. Encore une fois,
l'arrêt cardio-respiratoire de l'enfant est le plus souvent dû à une maladie respiratoire ou en état de choc. Et l'élément fondamental, c'est la prévention. Et donc, pour prévenir, il faut détecter précocement, ça va de soi. Donc, l'approche ABCDE, avec évaluer, changer, réévaluer, et donc le A, 3 questions, le B, 4 questions, le C, 5 questions. Voilà. Si vous avez maintenant une ou deux questions sur cette conférence ou des commentaires, n'hésitez pas. Tu peux arrêter, hein. Oui, tout à fait. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit problème de diapositive, c'est dans le bouquin. Alors la perfusion rénale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en situation d'urgence, en général, vous ne l'avez pas. Donc ce n'est pas la plus intéressante. Hein. La perfusion rénale, elle est, vous le savez d'ailleurs, elle est beaucoup plus importante pour vérifier l'efficacité de son traitement. Parce que quand un enfant vient à l'hôpital pour un choc hypovolémique, par exemple par gastro-entérite, au début, vous ne savez pas quand est-ce qu'il a uriné pour la dernière fois. Par contre, vous le traitez, vous le remplissez, vous lui avez mis un sachet à urine. Dès qu'il se remet à uriner, ben vous savez que vous avez pratiquement gagné la partie. C'est comme ça que ça fonctionne.